mauritanien. À suivre avec nos envoyés spéciaux au cours de ce journal. Et nous allons à Tombouctou où les autorités apportent assistance à nos compatriotes qui étaient réfugiés dans le camp de Mbera à Mauritanie. Une centaine est de retour à Goundam. Ils se disent être en sécurité et attendent leur réinsertion. Reportage Najim Babassi, Hassan Aïdara. Le cercle de Goundam dans la région de Tombouctou continue d'enregistrer des rapatriés maliens et populations déplacées qui ont quitté les camps de réfugiés et de déplacés de Mbera en Mauritanie. Un retour possible grâce aux opérations de sécurisation menées par les FAMA dans la région. Ces hommes, femmes et enfants estimés à 108 ménages constituent la deuxième vague de rapatriés volontaires. On était à là-bas, on a peur. Bon, maintenant on a venu, ils ont dit que notre pays a de la paix. Dieu merci, on a venu. Depuis on a venu, on n'a pas vu qu'on va avoir peur ou bien autre chose. Il y a les bonnes sécurités, il y a la FAMA, il y a bien sécurité. Donc on a bien resté. On a envoyé aussi le message à notre restant, de notre population, de notre parent, pour qu'il y ait la paix au Mali. Alhamdulillah, depuis que je suis revenu, je suis installé chez des parents. Je n'ai pas d'endroit pour loger. Néanmoins, si nous sommes accompagnés, on peut faire beaucoup d'activités pour survivre. Ils ont eu quand même 3 tonnes de vivres de la part du gouverneur. Ensuite, des non-vivres également qui sont là. Ils n'ont pas d'activité qui puisse les occuper, rien d'autre. Donc vraiment, c'est une réinsertion à travers des activités génératrices de revenus. Mais en même temps aussi, si on pouvait les faire un petit cash transfert pour pouvoir résoudre quand même les petits besoins. Ces familles ont été accueillies, installées puis assistées par les autorités et les partenaires. Nous avons pu enregistrer jusqu'à 674 rapatriés et 500 déplacés qu'on a pu installer sur un camp dans un quartier Al-Kara qu'ils ont bien voulu appeler Mbera 2. Je trouve que ça va. Ils sont un peu soulagés. Parce que le fait de se déplacer, quitter ce soir pour venir ailleurs, là, tu viens bras ballants, tu as besoin d'air, tu as besoin de manger, tu as besoin de le soulager. Ces rapatriés fraîchement arrivés viennent s'ajouter à 150 autres ménages enregistrés vers fin 2024, logés dans des familles d'accueil. Je vous le disais, 350 millions de francs CFA, c'est la valeur du projet humanitaire qui vient d'être lancé à Ménaka. Le projet vise à améliorer les conditions des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans la circonscription. On sait davantage avec Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. La réponse humanitaire de ce projet est de soutenir des personnes déplacées internes qui se trouvent dans la seule commune de Ménaka sur plus de 7 millions de personnes au Mali qui ont besoin d'assistance humanitaire. En travaillant ensemble, nous avons réussi à offrir une assistance indispensable et variée aux habitants de cette région dans des domaines incluant la sécurité alimentaire, l'éducation, l'accès à l'eau, la nutrition et les services de santé. Le dit projet vise à atténuer la souffrance des PDI à Ménaka. Les autorités administratives de la région de Ménaka ont bien accueilli ce projet. Actuellement, 44 abris sont à risque d'inondation et 17 sont déjà inondés. Afin d'apporter une réponse à la problématique de l'accès à des abris sûrs, l'IRC mettra en œuvre ce projet intitulé « Amélioration des conditions de vie dignes des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans la région de Ménaka ». Prévu pour une durée d'une année, ce projet a bénéficié d'un financement du Fonds humanitaire et régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à hauteur de 600 000 dollars américains, soit 350 millions de francs CFA. Au total donc, ce sont 450 abris de transition pour les ménages déplacés internes et les familles d'accueil, en complément de son assistance multisectorielle d'urgence qui seront construits à Ménaka. Les solutions proposées sont donc adaptées aux réalités locales et les communautés locales seront associées à la gestion des sites. Le projet vise ainsi à la réhabilitation des logements dans les familles d'accueil et l'accès aux logements sur les différents sites.
Les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition pour magnifier la nuit du destin. 27e jour du mois de Ramadan, ils ont pris d'assaut les mosquées, stades et autres espaces publics pour assister aux différents prêches et faire des prières pour implorer le pardon d'Allah Azawajal. Cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, nous enseigne le Saint-Coran. Aliou Abdoulaye Touré a fait le tour de la ville de Bamako. Kalo kile muga ani wolonvla shu tanga nyino kono akachala kiboko ashukele ni mami mbena naye na shukele ni mami mbena naye ikanyana mayanyana inali jena of sarima ikaslama ya onyenima. La nuit du destin, appelée Laylatul Qadr, est une nuit exceptionnelle et d'une grande importance selon les oulémas qui ajoutent qu'elle est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr est juillet. Choubargalelu. Laylatul Qadr est juillet. Anyonga do shula. Malaka mbega le shula na be shula. Abla Laylatul Qadr la walanda shiti soro. Mina a faida kabu. Iba fo ala ni Musa kani munajatu. Allah akbar. O konna la wajulu woro bi se ka wala wala kono. Musa de ko alama. Ala mbi kerefela fe. Me fe ka gereila. Musa dun gerele no ala la kaba. Au stade Mamadou Konaté de Tomikorobougou, les fidèles musulmans sont venus à l'écoute du leader religieux Cheikh Oumar Koulibaly, communément appelé Farouk, qui a entretenu les oulémas sur l'importance de la nuit, sur laquelle revient son porte-parole Mamadi Kébé. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que nous prenons les grands stades pour servir la nuit du destin. C'est-à-dire que nous venons chaque année participer, célébrer cette nuit avec El Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, qui est un jeune prêcheur de la place. Il prêche l'islam authentique. Donc, cette nuit, c'est une nuit d'adoration, une nuit pleine de hasanat. Donc l'islam, nos grands prêcheurs, nos grands guides religieux nous disent qu'on doit chercher durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc ce qui fait que beaucoup célèbrent dans les mosquées, ils font des nuits de prière. Après, vers Zoroyer jusqu'à 3h, 4h du matin, et nous exhortons tout le monde à faire des prières, à faire des zikrs, à adorer Dieu dans la mesure de l'air possible. Il n'y a pas de regret là-dedans. C'est durant cette nuit que le Coran a été révélé au prophète paix et salut sur lui. Le réarmement des femmes continue grâce aux efforts conjugués des autorités et de la population. Hier mercredi, c'est un important lot d'équipements militaires qui est arrivé à Bamako. La population bamakoise a assisté avec fierté le convoi transportant ses moyens logistiques jusqu'à Kati, Benoko Fofana et Moussa Balo. Aujourd'hui est un autre jour. Ce mercredi 26 mars 2025, un nouvel arrivage des équipements des FAMA vient renforcer ceux déjà existants. Il était 15h07 lorsque le premier camion a franchi le poste de Sébenikoro en provenance du port autonome de la Guinée-Conakry. De Sébenikoro en passant par Tchikoroni-Para, Bamako-Kora, Badjalan, Samé jusqu'à Kati, l'on pouvait observer à perte de vue le convoi de camions transportant ses moyens logistiques militaires. Ayant appris la nouvelle, la population est sortie massivement pour accueillir ces équipements. Hommes, femmes, jeunes et vieux étaient tous là pour magnifier leur joie. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. À travers ce que nous voyons, bon, c'est une assurance pour nous encore. Mais les explications erronées qui nous ont déjà empoisonnés, mais nous sommes en train de se dépoisonner encore. Bon, ce que nous souhaitons aux autorités, vraiment de continuer sur les efforts qu'ils fournissent, surtout la sécurisation. Ensuite, nous allons procéder vers l'économisation. Tout comme les autres interlocuteurs, cette mère Diallo Fanta Sidibé, fière de notre armée et des autorités de la transition, se livre à cœur ouvert. Vraiment,
anya mi yo e wasake ko itan kono barkada ko ko itan bolo mi ko barkada ya rabbi mama ni ala de fede sumalo bay kama ala ka arme mali kishi ka jamana in kishi ko be femi ko jamana in ko ya rabbi ma ala ka ko yo kuna na jamana in sura tingem ko na nyanyi ni masai fe ala ka jamana in ko dinga ko ya rabbi ma ala ka hereke arme mali. C'est vraiment une fierté. Donc c'est le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités sous le leadership éclairé du président de la transition, le général d'armée Assimi, qui s'est engagé dès la prise de ses fonctions pour équiper l'armée malienne. Déterminé plus que jamais à renforcer nos outils de défense afin de brouter hors de chez nous les bandits armés, les autorités de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta ne fléchissent pas devant les ennemis de la nation. Cette initiative de réarmement va se poursuivre pour garantir notre souveraineté absolue. Le site de Sunkalo Solidarité de Tomikorobougou, l'un des 3 retenus pour cette opération gouvernementale, a connu hier mercredi une affluence particulière à travers la présence des autorités traditionnelles, politiques et administratives. Le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale a accompagné de son homologue de l'emploi et de la formation professionnelle, ont aussi présidé la cérémonie de rupture collective en commune 6 du district de Bamako. Un moment de communion entre les membres du gouvernement et la population. Nos reporters sont Daouda Kone et Kassim Diallo. La population de Ntomikorobougou est venue nombreuse sur le terrain de la commune 3 pour cette rupture collective du jeûne. L'action religieuse devra contribuer à Sunkalo Solidarité, une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, empreinte de communion, de fraternité et de cohésion sociale. Vous voyez l'enthousiasme de cette population, surtout la couche juvénile. Chaque jour, c'est comme ça. Nous remercions les initiateurs, notamment nos plus hautes autorités, à travers le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, pour cette belle initiative qui, en réalité, a fait de notre commune une commune qui est solidaire. Ce moment de partage et de solidarité qui coïncide avec la nuit du destin est mis à profit pour Madame le maire de la commune 3 pour inviter tous à la prière et à l'union sacrée autour du Mali. La commune 3, c'est une grande famille. Bamako, une grande famille. Le Mali, une grande famille. Donc, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous allons demander à tous ceux qui sont là de faire des bénédictions pour la paix et la stabilité pour le pays. Cette rupture collective du jeûne est perçue comme une action incitative aux bonnes pratiques musulmanes et à la promotion des valeurs sociétales. La deuxième édition de Sunkalo Solidarité a enregistré la participation des 2 membres du gouvernement en commune 6 du district de Bamako. Au centre des échanges, la pertinence des nouvelles taxes sur les opérations téléphoniques et transferts mobiles monnaie, la lutte contre la consommation de la drogue et la citoyenneté. Les populations maliennes doivent aujourd'hui soutenir la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Quand on parle aujourd'hui du problème énergétique, c'est vrai que tout le monde le vit, mais nous savons que depuis le début du mois de Carême, beaucoup a été fait. Nous avons presque à 80% l'électricité. Cela est dû à ses efforts personnels. Donc si on nous demande aujourd'hui de contribuer avec le minimum possible en termes de taxes, je pense que chacun doit être fier d'accompagner cette initiative. Cette rupture collective a également été occasion d'aborder des questions relatives à l'autonomisation des femmes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les préoccupations aujourd'hui de la jeunesse, c'est l'emploi et la reconversion. Les échanges que nous avons avec eux, c'est des échanges fructueux et c'est dans l'avenir, elle nous a dit quand même qu'elle va essayer de nous accompagner. Cette action ne sera pas dans les oubliettes dans les jours à venir. On tient compte, on prend acte et on en est fiers, on en est très content de partager ces Sunkalo Solidarité avec les membres du gouvernement de la transition, à savoir plusieurs ministres ont eu à défiler ici et je crois que c'est une opportunité, c'est une aubaine d'ailleurs pour nous légitimité traditionnelle. Sunkalo Solidarité, c'est aussi cette tribune qui permet de lever les barrières entre les gouvernants et gouvernés. Une belle opportunité pour les autorités de s'imprégner des préoccupations du peuple.
Le gouvernement était largement représenté également à Kati Numurila, la ministre en charge de l'environnement, son collègue du travail et celui en charge de la culture. Les 3 membres du gouvernement et leurs hôtes ont passé des moments de rupture très conviviales qui se sont achevés par des bénédictions pour le Mali. Voyons cette rupture collective à Kati Numurila avec Mohamed Nama Keita. La population de Kati a fortement ressenti la solidarité gouvernementale grâce à une animation régulière des espaces de rupture collective de jeunes Sunkalo Solidarité. Depuis le début de cette initiative présidentielle, les cortèges des véhicules ministériels ne s'arrêtent plus dans la ville garnison. C'est encore le cas ce mercredi 26e jour, soir des veillées nocturnes de Laylatul Qadr, nuit du destin, avec l'arrivée des 3 membres du gouvernement de Numurila. Je dis un grand merci à la population de Numurila pour l'accueil chaleureux aussi. Au niveau de la religion musulmane, c'est ce qui est demandé. Surtout cette nuit qui est la nuit du destin, on demande aux musulmans, l'ensemble des musulmans du Mali de faire des bénédictions pour le pays. Nous sommes venus partager avec eux et transmettre un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, aussi du premier ministre Ablaye Mega. Sungalo Solidarité, c'est un moment de communion, de partage, d'entraide, pour que effectivement le gouvernement soit proche de la population. En kumana ani suntige ɲɔgɔn fɛ an sela ɲɔgɔn fɛ o bɛ kelenya yira bon kuma bɛɛ b'a dɔn jamanakuntigi ale ka a ye sira min don an kɔrɔ ɲina a ko ɲina ye seko ni dɔnko san ye donc ko an bɛ se ka segin an ka kɔrɔ la cogo min na. Ces moments de Sunkalo Solidarité ont permis à la population de Kati de mieux comprendre les initiatives des autorités de la transition. Sunkalo Solidarité est une très heureuse initiative. Elle favorise l'union et consolide l'entraide. Qu'Allah bénisse nos autorités. La 2e édition de Sunkalo Solidarité à Kati a enregistré la présence de 8 ministres sur les 4 sites. Cette initiative du président de la transition est à saluer. La population est très heureuse d'être en contact avec leur ministre. Nous prions Allah de nous donner la force de pérenniser cette généreuse initiative du président de la transition. C'est un chemin qui aboutira sur le Mali de Montréal. Le partage et la solidarité, des valeurs fondamentales de notre société, retrouvent de plus en plus tout leur sens, et cela grâce à l'initiative Sunkalo Solidarité parfaitement mise en œuvre par le gouvernement. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remis ce matin 800 kits alimentaires et des non-vivres à plusieurs centaines de familles démunies et enfants dans les 6 communes du district de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre de Sunkalo Solidarité, initiée par le président de la transition, compte rendu Douranche Diakité. Ils sont enfants et femmes en situation de vulnérabilité à bénéficier des vivres et des vêtements pour la fête de Ramadan. Le geste est une initiative du ministère en charge de la femme et de l'enfant. L'objectif est de permettre à ces couches de bien fêter l'Aïd el-Fitr. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, pour avoir initié et soutenu l'opération Sunkalo Solidarité, dont l'esprit est aussi de permettre aux Maliens et Maliennes et surtout à tous les enfants de fêter dans la joie et dans la communion. En effet, de nombreux enfants restent en marge de la célébration de la fête de Ramadan à cause de la pauvreté de leurs parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille. C'est pourquoi, dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité de 2025, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a jugé nécessaire et opportun de donner de sourire à 500 familles et à 300 enfants en situation particulièrement difficile à travers la remise de kits de fête de Ramadan. Ces enfants bénéficiaires, âgés de 4 à 15 ans, ont été identifiés par les services déconcentrés du département dans les 6 communes du district de Bamako. Cet acte de solidarité nourrit l'espoir selon les bénéficiaires. Nombreux sommes-nous les démunis qui ont besoin de ce genre de soutien, surtout à la veille de la fête de Ramadan. Nous sommes très heureux d'avoir ces kits et nous remercions le donateur. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et les autorités communales présentes à cette cérémonie ont tous salué cette initiative.
À Ségou, les secteurs énergie photovoltaïque, biomasse et valorisation des déchets renforcés à travers une formation des formateurs. Financée par le programme Mali Sania, ils sont au total 42 formateurs qui ont reçu leur attestation de fin de formation. Ramata Konaté et Bassi Traoré nous en disent plus. 42 formateurs requinqués de savoir en énergie photovoltaïque, biomasse et valorisation des déchets. Ce vivier de formateurs vient de boucler 45 jours de recherche et d'échange avec des encadreurs pour la promotion des 10 secteurs. On a appris à développer un développement durable à travers la transformation de ce qui est disponible à notre environnement, de les transformer en énergie. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'il y avait quelque chose qui était à notre côté qu'on ne le savait pas. Les débris qui étaient avec nous, chaque jour qu'on s'est débarrassé de, sont des sources de revenus pour nous. Pilotée et financée par le programme Mali Sania de la GIZ, cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le dit programme, l'Université de Ségou, le Centre sahélien pour la biodiversité et le Centre de formation professionnelle Kadiasanogo. L'un des objectifs de ce programme de formation est d'accompagner les collectivités territoriales, les opérateurs privés et les services déconcentrés de l'État de la région de Ségou à jouer pleinement leur rôle dans la gestion durable et professionnelle des infrastructures d'assainissement. Cette formation des formateurs se tient à un moment où les défis énergétiques et d'assainissement se posent avec acuité. Nous encourageons de telles initiatives. Nous appuierons toute initiative tendant à aller au concret. Parce que ces formations, c'est des formations concrètes sur des domaines qui touchent même l'essence vraiment aujourd'hui du développement de notre pays. Ces formateurs vont à leur tour former 180 apprenants durant l'année en cours. Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque se met à l'écoute des femmes bénéficiaires des activités génératrices de revenus afin de connaître leurs besoins et d'identifier les difficultés rencontrées. C'est à l'issue d'une causerie débat dans le cadre du mois de la célébration des droits des femmes. Le compte rendu de Barakissa Ouattara. La FAC-MR, Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque, prête une oreille attentive aux femmes bénéficiaires de projets d'appui pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Il s'agit notamment des transformatrices de produits agroalimentaires, des maraîchères, des productrices de savon qui se sont fait doter de kits de production et de transformation par la Fondation en 2020. Aujourd'hui, nous voulons vous entendre, vous les productrices, afin de connaître vos besoins réels et votre appréciation sur l'exécution des projets déjà réalisés. Ceci pour qu'ensemble, nous puissions mieux formuler les nouveaux projets, mieux mobiliser les fonds et mieux réaliser les 10 projets. Après 5 ans d'exécution du projet, les bénéficiaires dressent un bilan positif. Dieu merci, grâce à la FAC-MR, nous avons pu produire de 2020 à aujourd'hui du savon, de l'eau de javel, du savon liquide, entre autres. En plus de son aide financière, elle nous aide également à trouver des marchés et nous a mis en contact avec des institutions financières. Malheureusement, après la formation, le prix des matières premières ont grimpé à cause de l'embargo. C'est ce qui nous a un peu retardés. Femmes productrices, vous exercez souvent dans les conditions difficiles des activités génératrices de revenus. Vous avez tout le soutien de mon département. Le thème de la journée du 8 mars vous est dédié car vous constituez une force économique de notre pays. Pour rappel, la FAC-MR, Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque, a été créée en 1992 par les premières institutrices du Mali avec comme principaux objectifs la transmission intergénérationnelle et surtout l'autonomisation des femmes.
Tenue de la réunion bilan de la Direction générale des eaux et forêts. Il s'agit pour les administrateurs de faire le bilan des activités réalisées en 2024 et réfléchir sur la programmation pour 2025. Déjà, le coût de réalisation des activités pour 2025 s'élève à environ 13 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité, Abdoulaye Samaki. Les perturbations climatiques sont de plus en plus une réalité dans notre vie de tous les jours. C'est dans cette mouvance que se tient cette réunion bilan 2024 de la Direction générale des eaux et forêts. Les administrateurs vont également réfléchir sur la programmation des activités 2025. L'objectif final, c'est de mettre en place les mécanismes pouvant efficacement protéger nos forêts. Nous avons pu réaliser plus de 4000 hectares de plantations. Nous avons pu restaurer des milliers d'hectares aussi de terres dégradées impropres à toute culture. Nous avons pu participer aux sessions des conférences des partis de la lutte contre la désertification, de la biodiversité et des changements climatiques. Pour 2025, il est prévu le reboisement de plus de 7000 hectares, une évaluation des contrats de concession et d'harmonisation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les mesures innovantes qu'il faudra prendre. Il est prévu beaucoup de missions de sensibilisation et d'information et même de renforcement des capacités et du personnel forestier. Toutes ces activités mises ensemble, sa réalisation va nous coûter plus de 15 milliards. Les travaux qui sont présidés par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable invitent à une implication inclusive pour l'atteinte des objectifs recherchés. Nous devons inscrire nos actions dans une dynamique de modernisation et de digitalisation. L'une de nos grandes priorités est d'intégrer des outils technologiques avancés pour améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion de nos ressources forestières. Cela passe entre autres par la digitalisation des permis, la mise en place d'un système de suivi en temps réel des infractions environnementales et l'utilisation de plateformes numériques pour le suivi des actions, entre autres des reboisements et des restaurations des écosystèmes. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées allant dans le sens de la maîtrise des effets des changements climatiques. Journée de validation officielle des documents stratégiques sur les solutions durables au Mali. Cette rencontre vise à aider au renforcement de l'engagement étatique et du leadership national. On en sait plus avec Djemba Moussa Konaté. À travers cette cérémonie de validation officielle des documents stratégiques sur les solutions durables, les acteurs de la santé entendent trouver des réponses durables à la problématique des déplacements internes au Mali. La mise en œuvre des documents stratégiques sur les solutions durables au Mali est nécessaire pour délivrer des dividendes de paix durable axés sur la justice, les secteurs sociaux de base, entre autres. La réponse à la question des déplacements internes est complexe. Le plan d'action du secrétaire général des Nations Unies montre que l'interdépendance entre les conflits, les changements climatiques, les épidémies, catastrophes naturelles et autres met à rude épreuve les efforts des États dans leur volonté de trouver des réponses durables aux déplacements internes. Les documents de stratégie sur les solutions durables au Mali soumis à validation comprennent 8 critères de solutions durables. Il s'agit notamment de l'accès à la justice, la sécurité et la liberté de mouvement, ainsi qu'à l'emploi et aux moyens de subsistance. Les statistiques à la date du 31 décembre 2024 faisaient état de 854 956 000 PDI retournés, 88 156 déplacés maliens rapatriés et 135 551 réfugiés. La présente cérémonie de validation de la stratégie nationale des solutions durables pour le comité de pilotage stratégique au profit des personnes déplacées internes et retournées, rapatriées, réfugiés, communautés et autres vulnérables constitue une étape essentielle du processus d'opérationnalisation du tribunal suisse et offre ainsi l'opportunité historique à saisir en vue d'accélérer la mise en œuvre et
l'appropriation de cette stratégie de solutions durables. Les participants se sont engagés à mettre en œuvre la stratégie et son plan d'action. Cela pour faire du Mali un modèle de sortie de crise et de développement socio-économique pour les populations affectées par les déplacements. Les acteurs en charge des questions humanitaires sont en conclave pour échanger et discuter sur la problématique de la santé de la population en situation de vulnérabilité. La rencontre de 2 jours est initiée par l'Organisation mondiale de la santé et le cluster santé. Reportage Inaba. Cette rencontre vise à faire le bilan des activités réalisées en 2024 dans le domaine humanitaire en lien avec les priorités nationales du ministère de la Santé et du Développement social. Il s'agit pour les acteurs humanitaires d'aider le Mali dans sa quête d'une approche multisectorielle pour soulager et sauver la vie des populations en situation de vulnérabilité dans notre pays. Après une année de travail, il était temps qu'on puisse se retrouver et se dire qu'est-ce que nous avons bien fait, qu'est-ce que nous avons moins bien fait, tirer des leçons et voir dans quelle mesure on peut se projeter dans l'avenir. Tout cela intervient dans une conjoncture qui est un peu difficile, avec des annonces ça et là d'arrêt de financement. Et cela va sûrement impacter sur notre travail. Et je sais que vous serez capable de vous adapter, en tout cas de faire preuve d'intelligence pour que nous puissions répondre aux défis qui se posent à nous. En 2024, le Mali a connu une situation humanitaire préoccupante, plus particulièrement dans les régions du nord et du centre. C'est dans ce contexte que le cluster santé a développé un projet pour contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services sociaux de base. Je tiens aussi à partager quelques axes des orientations stratégiques du département, notamment en ce qui concerne la réussite de la coordination multisectorielle, les aspects relatifs à la gouvernance dans le secteur, le renforcement du plateau technique à tous les niveaux pour minimiser les risques d'évacuation. À noter que le cluster santé vise à renforcer la résilience du système de santé dans les régions du nord et du centre par le renforcement des plans d'urgence afin de répondre aux besoins des populations en matière de santé publique. Le Lions Club international de la région 12 a procédé lundi dernier à la remise des équipements médicaux, le tout d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. La dite donation vise à renforcer le système sanitaire et leur capacité. Le point avec Fantama Magnentao. D'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, le don est composé entre autres d'un cabinet dentaire avec 2 fauteuils, d'un échographe, 21 lits, 21 matelas et 10 fauteuils roulants. Ces équipements médicaux ont été offerts par le Lions Club international Région 12. Leurs objectifs, c'est de s'engager sans relâche à soulager la souffrance, à apporter du réconfort et à redonner de l'espoir aux couches les plus vulnérables. Les équipements d'un montant de 50 000 €, à peu près 35 millions de francs CFA, sont généralement offerts par notre partenaire Médico-France. Et cela témoigne d'un engagement fort, celui de toujours répondre, présent là où le besoin se fait sentir. Notre devise est simple, nous servons. Et partout où il y a un besoin, il y a un lion. C'est cet esprit qui nous anime aujourd'hui. Selon le directeur de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance, ces gestes contribuent directement à renforcer leur capacité de prise en charge et à alléger les souffrances de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. C'est un geste très significatif que nous apprécions grandement d'ailleurs, qui va venir peut-être ultérieurement compenser un manque que nous avons. Nous tenons sincèrement à les remercier, à remercier toute la délégation qui est venue pour la remise de cet équipement médical. Le directeur général de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg remercie chaleureusement le Lions Club international Région 12 pour leur geste à la fois solidaire et humanitaire. Ce don vient à point nommé dans un contexte où les besoins sont immenses et les ressources limitées. Il constitue un soutien technique, mais aussi moral pour nos équipes soignantes qui se battent chaque jour avec dévouement.
Donc au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg, au nom des patients que nous servons, je vous dis merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre solidarité et merci pour votre humanité. Ce don sera un symbole d'entraide, un message d'amour et de solidarité. Le Lions Club et partenaires continueront à œuvrer pour un Mali plus juste, plus solidaire et plus humain. Le budget prévisionnel 2025 de l'IPR-IFRA de Katibougou s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort des travaux de la 13e session ordinaire du Conseil d'administration qui s'est tenue ce lundi 24 mars dans les locaux de l'Institut. Selon les administrateurs, ce budget est supérieur à celui de l'année écoulée à hauteur de 2,46%. Reportage Adama Traoré. Les administrateurs de l'IPR-IFRA de Katibougou se sont réunis à la faveur de la 13e session ordinaire de son conseil d'administration. Après présentation et discussion du procès verbal de la 12e session et de son état d'exécution des recommandations, il a été également question pour les administrateurs d'examiner et adopter les rapports annuels de performance et les projets annuels de performance 2025. À cet effet, le budget prévisionnel pour 2025 a eu une nette augmentation de 2,46% par rapport à l'année écoulée. Concernant le budget prévisionnel 2025, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 912 636 836 francs CFA, soit 96,67% de subventions de l'État et 130 195 836 francs CFA, soit 3,33% de ressources propres. Par rapport à l'année 2024, nous constatons une augmentation de 2,46% qui est la résultante de l'augmentation des crédits de la nature personnelle EPA et la nature heures supplémentaires. Quand on prend le budget dans sa nomenclature, il y a toujours le budget prévisionnel, il y a le budget additionnel et il y a les différentes décisions de modification. Donc, au cours de l'année, on va essayer de voir. Maintenant, si ça ne suffit pas, obligatoirement, on va aller ce qu'on appelle à des décisions de modification. Selon lui, l'IPR-IFRA de Katibougou a toujours respecté ses engagements sur le plan académique. Par ailleurs, il évoque quelques difficultés concernant les domaines fonciers de l'Institut. L'IPR est installé sur un domaine de 450 hectares. Donc, les 450 ne sont pas sécurisés. Quand on prend l'IPR, on dit pratiquement nos offres ou bien nos missions, c'est la recherche. C'est la recherche scientifique. Et quand on dit recherche, c'est le terrain. C'est des essais, c'est des tests. Et à chaque fois, à cause de ça, en réalité, les anciens ont des problèmes avec les divulgations, avec les paysans. Donc si les plus hautes autorités arrivent à nous aider pour la sécurisation de vraiment ces deux domaines, ça nous fera plaisir. À la fin des travaux, les administrateurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance de l'IPR-IFRA de Katibougou dans les jours à venir. Vente promotionnelle de bœufs en prévision de la fête de Ramadan qui approche à grands pas. Cela se passe actuellement dans le district de Bamako ainsi que dans les villes de Kaye, Sikasso et Ségou. Plus de 44 000 têtes de bovins sont mis en proposé aux populations de ces 4 villes. L'objectif du gouvernement est de soulager les populations en cette veille de fête de l'Eid el-Fitr dans un contexte de cherté de la viande. Le directeur national des productions et des industries animales est l'invité de la semaine sur notre antenne. Nous vous proposons de suivre un extrait de cet entretien. Il répond aux questions de Yaya Konaté. Quand on prend le taux d'exploitation du bétail malien, ça a aussi entre 20 et 30%. Taux d'exploitation, Le taux d'exploitation, c'est la quantité d'animaux qui est mise sur le marché sans pourtant que les cheptels soient détériorés. Et donc, quand on prend un éleveur, je ne vais pas prendre une ethnie, il y a certains éleveurs, il peut faire une année qui a à peu près 500 à 600 têtes, mais il ne vend aucune tête. Vous voyez? Donc, or, ce taux-là, le taux d'exploitation ne compte pas. Donc, dans son cheptel, le taux d'exploitation, c'est 0%. Or, l'effectif est là. Donc, on a suffisamment d'effectifs, mais l'animal n'est pas exploité comme à bon escient. C'est pour cela,
à travers votre micro, je tiens à saluer son Excellence, Monsieur le ministre Youbaba, qui a bien voulu mettre une stratégie de valorisation de la viande rouge. Donc, à travers cette stratégie, on va mettre des points d'embauche, des ateliers d'embauche. Vous misez plus sur l'embauche que sur l'élevage traditionnel? Bien sûr, parce que c'est l'embauche qui permet de mettre les animaux sur les marchés. L'élevage traditionnel, là, ça c'est l'élevage contemplatif, c'est l'élevage de prestige. Et nous allons au Burkina Faso où la deuxième édition des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 26 mars au 9 avril 2025. À l'occasion de la montée des couleurs à la primature, le Premier ministre a livré le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il invite les Burkinabés à faire une halte pour faire le bilan de leur niveau d'engagement dans le respect de l'ordre et de la discipline. Le point avec Tanga Kanfando. Exceptionnelle montée des couleurs à la primature, elle marque le lancement de la première phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2025. La deuxième édition se tient du 26 mars au 9 avril prochain sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Dans son message délivré par le Premier ministre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est reconnaissant au Burkinabé pour les efforts consentis dans la mobilisation du Fonds de soutien patriotique, le civisme fiscal et la conscience souveraine et invite chaque citoyen à se questionner sur son degré de discipline et d'engagement dans la lutte engagée pour un Burkina libre et souverain. Camarades peuple intègre du Burkina Faso, je constate malheureusement que certains Burkinabés n'ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline, ignorant allègrement le code de la route et méprisant les horaires de service, désobéissant aux instructions de leur hiérarchie et aux directives données par les décideurs. Ils sont prompts à la fraude, à la triche et pillent le peu de ressources publiques que le peuple met à leur disposition. Pourtant, ils sont les premiers à réclamer des services de qualité, à exiger des dirigeants intègres, engagés et des autorités qui décident et s'assument. Aussi voudrais-je, à la faveur de cette deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, que nous marquions de nouveau une halte pour faire le bilan de notre niveau d'engagement en matière d'ordre et de discipline. Le chef de l'État prêche pour un changement de mentalité tant au niveau individuel que collectif pour faire de l'ordre et de la discipline la boussole des actes posés dans tous les secteurs de la vie du pays. L'ordre et la discipline, c'est entre autres bien entretenir les moyens que l'État met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions. Les biens de l'État, ce sont les biens du peuple. Je voudrais que chaque agent public s'engage à bien les utiliser afin que ces biens soient utilisables dans la durée. Camarades combattants sur le front, je voudrais louer votre engagement patriotique sans faille qui nous permet progressivement de recouvrer des pans entiers de notre territoire et de réinstaller des villages. Ces victoires, vous les avez engrangées par votre sens élevé de la discipline et de l'ordre. Ce sont d'ailleurs ces deux valeurs qui font la force des armées puissantes. Je vous encourage à toujours persévérer dans l'ordre, la discipline et la vigilance, car c'est ce qui fonde et consolide tous vos exploits sur le terrain. Les journées d'engagement patriotique, c'est donc la promotion de pratiques qui visent à faire du Burkina la terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée, conclut le chef de l'État dans son message. Et au Niger, un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 23 au 26 mars 2025 avec Jocelyne Amonso.
Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, le mardi 25 mai 2025, aux environs de 13h, une unité militaire en patrouille de protection de l'escorte stratégique dans le secteur de Kékiré, sur la route nationale reliant Tera à Niamey, a été prise en embuscade par un groupe terroriste. Grâce à une riposte rapide et déterminée, les assaillants ont été mis en déroute et contraints de se replier à travers une forêt dense, abandonnant une partie de leur matériel. Matériel saisi, 3 motos, 2 fusils d'assaut AK-47 avec 2 chargeurs pleins, 180 munitions de calibre 12,7 x 108 mm, divers équipements de combat. Dans la même journée, lors d'une patrouille de proximité en périphérie de Tera, les forces engagées ont repéré et neutralisé 2 guetteurs terroristes dissimulés dans un bois situé au sud du village de Dumba. La veille, le lundi 24 mars 2025, dans la zone de Tamou, un renseignement précis a signalé la présence d'un criminel recherché en provenance du Burkina Faso dans un cabaret de la ville Tamou. Une mission a été immédiatement dépêchée sur place et a permis son interpellation sans incident avant de le remettre aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Al-Mohau, le 23 mars 2025, aux environs de 9h, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassane ont interpellé 4 individus au comportement suspect. Ces derniers tentaient de contourner le dispositif sécuritaire en place, ce qui a immédiatement éveillé l'attention des militaires. Après une sommation d'arrêt suivie d'un contrôle minutieux, ils ont été appréhendés sans incident. Une fouille préliminaire a permis de relever plusieurs éléments suspects, suggérant une possible mission de reconnaissance en vue d'un acte malveillant. L'attitude des interpellés ainsi que leur déplacement antérieur laissent penser qu'ils cherchent à identifier des vulnérabilités dans le dispositif sécuritaire. Conformément aux procédures en vigueur, les 4 individus ont été remis à la gendarmerie nationale pour des investigations approfondies. À l'est du pays, dans la région de Difa, grâce à un renseignement précis, nos forces de défense et de sécurité ont mené le 23 mars 2025 une opération dans la zone de Yébi, aboutissant à l'interception d'une importante quantité de vivres destinés au ravitaillement de Boko Haram, ainsi qu'à l'interpellation de plusieurs ravitailleurs et à la destruction des pirogues servant de moyens de transport. Malheureusement, ce soir, nous ne sommes plus en mesure de vous diffuser la mission de la République du Mali en Mauritanie. Élément à suivre dans nos éditions futures. Toutes nos excuses. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez de bons moments de télévision. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école.